Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 du témoignage d'Evelyne Aslulovic qui est rescapée des camps de concentration. Si tu as loupé la partie 1, n'hésite pas à cliquer juste là. Et donc dans cette partie, elle va nous parler de sa vie aux Pays-Bas sous l'occupation allemande. Donc si cette vidéo te plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez. Et moi je vous dis let's go pour la vidéo. La guerre a éclaté et ma mère a écrit un livre qui s'appelle Une jeunesse allemande. C'est écrit en allemand. Et elle dit, c'est très curieux d'abord, elle parle à peine de la nuit de cristal. On ne vit pas dans l'époque des télévisions, à peine. Et quand la guerre a éclaté, elle a dit, nous sommes soulagés qu'enfin la guerre a éclaté, nous serons épargnés, nos familles ont quitté l'Allemagne et la guerre va se terminer très vite. Et la Hollande restera neutre. Et personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. De plus en plus de Juifs allemands étaient donc à Amsterdam. Tout le monde était à l'abri. Et puis le 9 mai 1940, parce que Hitler a commencé à envahir petit à petit l'Europe de l'Est, et puis il descendait. Et l'ambassadeur d'Allemagne est venu voir le gouvernement hollandais et il a dit ne craignez rien, vous resterez neutre comme d'habitude, comme la dernière guerre. Et le 10 mai 1940, à 6 heures du matin, les troupes allemandes sont rentrées aux Pays-Bas et n'en ont fait qu'une bouchée. Et la reine, 2 jours après, a quitté. Quand la Hollande a capitulé, au bout de 3 jours, elle a quitté le pays avec son gouvernement, avec toute sa famille, et elle est allée à Londres, et ensuite elle est allée au Canada, à Ottawa. Parce que la Hollande, ce pays ouvert, accueillant, démocratique, a basculé à une rapidité absolument dingue, a basculé parce qu'ils ont obéi à l'envahisseur, à l'Allemagne, au nouveau pouvoir. Et le nouveau pouvoir a mis en place très rapidement toutes les lois anti-juives. Ça a commencé d'une manière, nous sommes donc en mai 1940, et ça a commencé que les Juifs n'avaient plus le droit d'aller dans les parcs. Dans les parcs, il y avait des écriteaux défense aux chiens et aux Juifs. Bon, ils ne sont plus allés dans les parcs. Ensuite, ils n'avaient plus le droit d'aller au cinéma, ni au théâtre, ni au concert. Et puis, ça devenait de pire en pire, parce qu'il y a eu un couvre-feu. Et quand je parle de couvre-feu, j'ai parlé de couvre-feu ce printemps à une classe à Metz. Et quand j'ai parlé couvre-feu, il y a tous les yeux qui se sont ouverts, couvre-feu, comme nous. Ouais. Et j'ai dit non, ça n'a strictement rien à voir. Parce que le couvre-feu qu'il y a eu, et je crois que là, il n'y en a plus, mais le couvre-feu qu'il y a eu était pour tout le monde. Et il n'y avait pas de flics en bas des maisons pour voir si tout le monde était rentré à la maison. Et le couvre-feu n'était pas que pour les Juifs. Et même si ça n'était pas très drôle, mais enfin, il y avait quand même pour tout le monde, y compris pour les jeunes, il y avait le téléphone, et il y avait l'ordinateur, et il y avait la télé, et il y avait la tablette. Donc, tandis que pour les Juifs, le couvre-feu ils devaient être chez eux de 7 heures du soir jusqu'à 8 heures le lendemain matin, terrés chez eux, sans voir quelqu'un, sans téléphone, et surtout en attendant que leur tour viendrait. Parce qu'après, à partir de 1941, les Juifs ont dû se faire inscrire dans les commissariats. Et le côté vicieux c'est qu'il y avait un conseil juif fait par des notables de la communauté juive et qui encourageait les gens d'aller se faire inscrire au commissariat en disant que c'était pour leur bien. C'était pour les protéger. Mais il n'en était rien, parce que de cette façon, ayant été inscrits,
le nouveau gouvernement, dans les commissariats, le commissaire, les agents de police avaient les noms et les adresses de tous les Juifs. Les Juifs obtenaient de nouvelles cartes d'identité avec un grand J, juif, Yod, dessus. Et puis tous les hommes s'appelaient Israël ou Isaac, au lieu de leur prénom normal. Et toutes les femmes s'appelaient Sarah. Il y avait le J dessus, et puis les Juifs devaient acheter des étoiles jaunes à coudre sur tous les vêtements. Pas les enfants. Je n'ai jamais porté l'étoile jaune. J'avais à cette époque 4 ans et demi. Et puis, les rafles commençaient. Les rafles étaient d'une part qu'on prenait les gens ou chez eux ou dans la rue, selon une catégorie de profession, ou bien des rafles comme ça dans la rue. Et comme ça, mon père a été raflé le 13 juillet 1942. J'allais avoir 4 ans, parce qu'il y avait une résistance faite de jeunes intellectuels, de jeunes, des médecins, des avocats, des étudiants, c'était une résistance qui était très active. Ils essayaient, mais ce n'était pas une résistance pour venir en aide aux Juifs, parce que quelque part, la Hollande qui résistait était épris de liberté. C'était une résistance contre l'occupant. Ce qui se passait avec les Juifs n'intéressait pas tellement, ça faisait partie de ce qui se passait, mais on ne savait pas dans quelle mesure, dans quelle extension ce qui s'est passé pour les Juifs était épouvantable. Ils avaient tué un Allemand, et en représailles, dans tout Amsterdam, on a pris les Juifs et on les a raflés, on les a mis quelque part. Mon père était dans la rue parce qu'il amenait tous les jours de la nourriture à ses parents, qui étaient donc venus à Amsterdam, qui ne parlaient pas le hollandais, qui ne connaissaient personne. Les seules personnes qui connaissaient, ils étaient âgés, étaient mes parents. Et il était dans la rue et il ne rentrait pas. Et ma mère, elle était inquiète. Et elle est allée au commissariat. Et elle a dit, mon mari n'est pas rentré, je ne sais pas où il est. Et le commissaire a dit, écoutez madame, il va rentrer ou il ne va pas rentrer. Vous verrez bien. Et ce qui augmentait cette angoisse des Juifs qui étaient restés, que régulièrement, des amis de la famille partaient, disparaissaient, et personne ne revenait jamais. Donc il y avait une angoisse qui montait tous les jours. Et là, mon père est revenu le 15 juillet 1942 pour mes 4 ans, ébahi, affolé, parce que pendant 3 jours, on avait fait marcher les gens dans chaque quartier, et il a marché pendant 3 jours et 3 nuits sans savoir ce qui allait se passer. Et il a dit, ma mère me l'a raconté, qu'il ne savait pas si on allait les tuer ou si on allait les envoyer à l'Est, parce que là, on savait que quand quelqu'un disparaissait, qu'il allait à l'Est. Et puis, on les a laissés. Parce que les Allemands avaient donné un quota des gens qui devaient partir. Et le même jour, ce 15 juillet 1942, la jeune sœur un peu déficiente de mon père a été convoquée au commissariat. Elle y est allée et je donne toujours, elle fait partie de cette partie de ma famille qui n'ont pas de tombe, qui ont disparu. Et la seule chose qu'on sait, je donne son nom pour que quelque part on sache que cette Caroline Sulzbach a été raflée et envoyée le 15 juillet 1942 à Auschwitz, où on sait qu'elle a été gazée le 30 septembre 1942. Et la vie a continué comme ça, et les gens pensaient que peut-être que la guerre allait s'arrêter, et personne ne savait rien. Et moi, j'allais parce que j'ai oublié de dire, les Juifs ne pouvaient donc plus aller au théâtre et au cinéma et au concert, mais en plus, petit à petit,
en 42, les Juifs ne faisaient plus partie de la population normale. Les petits-enfants, comme moi, devaient aller dans des écoles juives, n'avaient plus le droit d'aller dans des maternelles normales. Les enfants qui allaient dans des écoles primaires n'avaient plus le droit d'aller dans des écoles primaires normales où ils allaient, mais dans des écoles juives, de même que les lycéens n'avaient plus le droit d'aller dans les lycées où ils étaient. Ils n'avaient plus le droit, les Juifs, d'aller à l'université. Et les professeurs d'université n'avaient plus le droit d'enseigner à l'université. Les médecins juifs n'avaient plus le droit de soigner des gens autres. Ils devaient soigner uniquement des Juifs malades. Et donc, en 1942, les Juifs étaient complètement coupés de tout le monde et de toute la vie normale et n'avaient qu'une seule chose, ils attendaient. Et nous aussi, on attendait. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième partie de cette interview. Retrouve très bientôt la partie 3 où l'on va parler de son arrestation et de sa déportation. Et donc si cette vidéo t'a plu et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.